Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine autour d'une question qui concerne les marchés actions. Que proposer aux clients qui veulent de la performance, bien sûr, mais qui souhaitent uniquement rester en Europe dans leurs investissements? Cette question, nous allons la poser à deux experts du sujet. Nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Michael Nizar. Bonjour Michael Nizar. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur des gestions multi-assets et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. Nous avons le plaisir d'accueillir également Nour Bendimered. Bonjour Nour Bendimered. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur des investissements chez Ivesta Family Office. On va commencer avec vous, Michael Nizar. Avant que vous nous expliquiez comment on fait quand on a ce type de questions, ça revient souvent, cette volonté de rester en Europe, dans un contexte où les marchés mondiaux regardent quand même beaucoup la thématique de l'intelligence artificielle qui se joue aux États-Unis. Vous le voyez, vous, cette recherche de souveraineté dans les demandes de vos clients? Oui, complètement. En fait, on voit vraiment le changement de paradigme. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce changement de paradigme, vous avez finalement 4 traits importants. Le premier trait, c'est les déficits permanents avec un interventionnisme des États qui, effectivement, est très important. Et on le retrouve des deux côtés de l'Atlantique, en Europe, aux États-Unis. On retrouve le deuxième D, c'est la déglobalisation avec finalement l'inflexion dans le commerce mondial, plus les deux autres D qui sont un petit peu plus longs, la décarbonation avec l'électrification liée à l'IA notamment, et puis la démographie, qui est un sujet plus long terme. Donc l'Europe est au centre finalement de cet interventionnisme de l'État plus important, et effectivement avec la défense et bien d'autres sujets dont on parlera. Si je comprends bien, ça veut dire qu'on peut aller chercher de la performance en restant uniquement en Europe. C'est possible? Oui, et surtout que en fait la leçon de cette année, c'est que pour la première fois depuis longtemps, on voit finalement l'Europe surperformer les États-Unis, que ce soit en devise locale ou finalement directement en euros. Et ça, c'est peut-être le commencement d'une nouvelle période. Donc 2025, c'est peut-être, selon nous en tout cas, on le pense, le début finalement d'un broadening, c'est-à-dire finalement une inclusion en termes de performance qui n'est pas liée simplement finalement aux États-Unis, mais finalement aller chercher de la performance en dehors des US. Ça a été payant cette année, alors principalement au premier trimestre, bien sûr, mais ça le sera selon nous en 2026 et 2027. Nour Bendimered, même question. Ça veut dire que, alors, il peut y avoir la volonté des clients de dire, je préfère rester en Europe. Où est-ce que vous pouvez trouver de la performance? Mais il y a aussi la réponse qui peut être de dire, de toute façon, finalement, vu qu'il y a une surperformance des marchés européens, effectivement, qu'on a beaucoup vu en début d'année, mais qui pourrait revenir, quelque part, c'est aussi une stratégie de rester en Europe en matière d'investissement. Alors déjà, en termes de problématiques clients, on a des besoins peut-être un peu différents. Nos clients sont principalement des entrepreneurs qui ont donc le gros de leur activité, soit en France, soit en Europe. Donc nous, notre enjeu, c'est aussi de diversifier leur patrimoine via des investissements plutôt internationaux. D'accord. Donc on va essayer quand même de décentrer, de déconcentrer leur patrimoine de leur business réel. D'accord. Oui. Le gros de leur activité, de leur patrimoine, seulement leurs entreprises qui sont très locales. Donc plutôt, nous, on va chercher à diversifier via des expositions internationales. D'accord. Après, il s'avère effectivement que l'Europe a surperformé en début d'année. La surperformance est quand même effacée depuis l'été. Les marchés américains, notamment avec le rallye sur le Nasdaq et sur la tech plus globalement, sont repassés devant l'Europe. Mais il y a quand même des segments, des gisements, notamment sur les small et mid-cap, où il y a des réserves de performance très très fortes. Quand on regarde du côté des large cap, les valeurs très grosses, internationales, notamment le CAC 40 par exemple. C'est sûr. Les perspectives de croissance sont relativement molles pour l'année prochaine. D'accord. Si on regarde le MSCI Europe, on attend autour de 6-7% de croissance pour 2026, à comparer à 15% pour le S&P, 25% pour le Nasdaq, donc un décalage en termes de croissance bénéficiaire, donc vraiment de croissance des bénéfices pour l'année prochaine, qui est très fort. Par contre, toujours en Europe, quand on descend en termes de taille de capitalisation, sur les petites et moyennes valeurs, là, on a des croissances attendues qui sont beaucoup plus fortes. Donc, performance en Europe, ça veut dire aller sur les small et mid, selon vous, si je comprends bien. Effectivement, et notamment pour une raison très simple, c'est que ces valeurs-là sont plus domestiques. D'accord. Donc, si on veut jouer un rattrapage, un rebond de la croissance économique européenne, les valeurs de small et mid cap sont plus locales, plus domestiques et donc naturellement plus exposées à un rebond de l'économie européenne. On partage totalement effectivement ce point de vue. Notre opinion sur la manière d'investir en fait en 2026 justement en Europe, c'est non seulement d'aller chercher de la croissance et en fait un levier macroéconomique, mais aussi d'aller chercher finalement une meilleure protection face à une instabilité en termes géopolitiques sur les tarifs. Même si effectivement on peut imaginer qu'après le drame qu'on a connu notamment sur le Liberation Day en avril, on risque d'avoir une meilleure visibilité. Mais les small caps, oui, il peut y avoir que des meilleures
plusieurs nouvelles qui peuvent arriver sur Tout le à sujet fait. des tarifs. Oui, Mais en fait, vous avez quand même le sujet de la divergence des banques centrales, et notamment sur l'euro-dollar. complètement. On a vu en fait un dollar fortement baisser sur les premiers mois de l'année. Ça commence un petit peu à se tarir en termes de tendance, mais il nous semble en fait que l'euro-dollar pourrait encore aller chercher les 1,20 à 22. Et c'est là en fait où vous allez chercher une meilleure résilience à ce contexte d'instabilité sur le change, Bien sûr. avec finalement une réappréciation assez forte de l'euro. Et donc les small caps sont à ce titre-là un très bon outil pour aller chercher de la performance sans avoir finalement le risque de change lié aux valeurs exportatrices en fait. Avant d'aller peut-être un petit peu plus dans les secteurs ou dans les thématiques au sein des small and mid, les déficits budgétaires, les discussions budgétaires en Europe sont de nature à avoir un impact sur la performance des small and mid. Peut-être Nour Bendimered. Alors, c'est un sujet, étant donné que les small et mid caps sont des valeurs très endettées et donc très liées à la politique monétaire. Donc, effectivement, si le sujet des déficits peut être amené à impacter les tendances sur les taux, ça peut être de nature à ralentir le rebond des small et mid caps. D'accord. Il s'avère Les discussions à l'Assemblée nationale sur cette fin d'année, par exemple, peuvent avoir un impact sur les performances de janvier-février ou pas en forcément? termes de confiance, effectivement, donc ça Oui. peut ralentir la confiance des investisseurs, des consommateurs, et donc pénaliser la thématique. Néanmoins, on pense quand même que le plus dur est quand même derrière nous, que ce soit D'accord. sur la politique, au niveau politique globalement, mais également sur le plan de la politique monétaire. On va quand même continuer à avoir des baisses de taux, 1 à 2 baisses de taux probablement supplémentaires du côté de la BCE, même si pour l'instant le discours est quand même plutôt prudent Bien sûr. du côté de la Banque centrale. Mais globalement, l'essentiel des tensions, que ce soit économique, politique ou en termes de politique monétaire, est quand même derrière nous. Donc on voit plutôt un horizon se dégager et donc des perspectives de performance assez saines pour le. Michael Nizar, même question. Quand on parle, je prends exprès l'exemple du budget en France Oui. pour 2026. Quand on pose cette question sur les marchés actions au global, la réponse est souvent de dire bon, le scénario est connu, ça n'a pas d'impact sur les marchés actions. Quand on parle des small and mid françaises, est-ce que là, du coup, il faut regarder ça un peu plus précisément dans un contexte d'investissement uniquement sur le marché européen? Oui, vous avez raison. Quand on investit notamment sur le marché français, c'est important d'avoir effectivement le contexte vraiment macroéconomique français. Néanmoins, je dirais deux choses. Premièrement, la France aujourd'hui n'est plus un phénomène macro. Mhm. Quand on voit en fait ce qui s'est passé C'est dans clair. l'élargissement de l'écart de taux entre l'Allemagne et la France, finalement, il n'y a eu aucune incidence, diffusion, contagion, que ce soit sectoriellement sur les bancaires ou géographiquement sur l'Italie, l'Espagne, loin de là. D'accord. Deuxièmement, quand vous regardez finalement comment sont construits les bénéfices, notamment sur le CAC et les valeurs françaises, Mhm. et encore plus en tout cas sur les valeurs françaises, on voit clairement que finalement elles ont une résilience quand même très très importante parce que effectivement elles arrivent à réaliser une partie de leurs chiffres à l'extérieur. Et Même donc, les small and finalement, mid. alors justement, sur les small et mid, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait elles sont beaucoup moins sensibles aux facteurs de change, et c'est ça qui a pu pénaliser sur les 6 derniers mois finalement Oui, les bien grandes sûr. valeurs. Donc bien sûr, il y a ce facteur, ce contexte économique, plutôt politique, budgétaire, qui peut effectivement rejaillir un petit peu sur le sentiment de marché, mais aujourd'hui, les small et mid en fait européennes, c'est davantage lié finalement au leadership de l'Allemagne. Quand vous voyez finalement le changement de leadership avec finalement ce choc de confiance qu'on a eu notamment avec Monsieur Merz, Mhm. on pense vraiment que finalement l'implémentation et l'effet d'entraînement qu'on aura de ce choc de confiance avec finalement une mesure et des relances budgétaires assez importantes en Allemagne, ça devrait rejaillir sur l'ensemble du dispositif et aussi sur la thématique et l'appétit pour le risque, notamment sur la défense. Marché action que proposer aux clients qui veulent de la performance, mais uniquement en Europe. La réponse, du coup, c'est small and mid en Allemagne, si je comprends bien. Est-ce qu'il y a des secteurs qui ressortent, je ne sais pas, la défense, la pharma ou autre? Alors c'est vraiment européen parce que globalement vous voyez l'Espagne, l'Italie s'en sortent Oui. particulièrement bien. Bien sûr. Le MDAX, c'est-à-dire en fait les small et mid allemandes, c'est plutôt une opportunité parce que Oui. finalement on voit qu'en fait elles sont un petit peu en retrait, mais globalement acheter un fonds justement small mid européenne ou de la zone euro, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour diversifier son risque, mais avec cette thématique d'avoir un État aujourd'hui qui est beaucoup plus souverain Bien et sûr, oui. avec une souveraineté industrielle qui est retrouvée
retrouver, et cette volonté, ce volontarisme économique qui va se retrouver plus sur les small et mid. Et surtout, c'est qu'en fait, quand vous regardez par rapport à la volatilité, finalement, la rémunération du risque, cette année en tout cas, est bien meilleure que les années précédentes. Et il y en a encore devant nous quand on voit la décote historique qu'on a sur les small et mid. Nour Bendimered, il y a des secteurs qui tirent leur épingle du jeu, qu'il faut regarder de près en Europe quand on veut chercher de la performance. On a beaucoup parlé de défense ou de souveraineté. C'est une thématique qui reste à l'ordre du jour en fin d'année 2025 ? Qui reste très importante, notamment liée, ça devrait être la thématique gagnante très clairement avec l'industrie, les thématiques qui devraient profiter le plus largement des plans de relance que vous venez d'évoquer, qui sont implémenté en grande partie par l'Allemagne, mais plus globalement par la Commission européenne et par les différents gouvernements au niveau européen. Donc garder une exposition géographiquement très diversifiée et sectoriellement très orientée sur l'industrie, un peu moins sur la consommation, parce qu'on a quand même des sujets de ralentissement de la consommation, mais plutôt orienté B2B au sens large. Donc probablement effectivement la défense qui devrait rester un sujet, même si on a eu un rallye très très fort, on commence à avoir quelques prises de bénéfices, mais il reste des valeurs très intéressantes sur le sujet. Et l'industrie au sens large, qui est un segment qui devrait très clairement tirer son épingle du jeu. Michael Nizar. Oui, alors peut-être un autre véhicule d'investissement qui me semble important pour 2026, pour rester finalement sur vos thématiques de l'Europe, bien sûr, qu'on rejoint tout à fait, c'est finalement la dette high yield, donc sur le marché du crédit européen. On a, je pense, une nouvelle année devant nous qui est plutôt bonne en fait. Quand vous regardez, je parlais tout à l'heure de la rémunération du risque, donc quand vous regardez finalement la performance ajustée de la volatilité, quand vous regardez la dette high yield en 2025, on fait à peu près entre 4 et 5% avec une volatilité de 2. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez vraiment un ratio qui est particulièrement intéressant. Bien sûr. Et il nous semble en fait que même si aujourd'hui les marges de crédit sont plutôt compressées et qu'il y a peut-être moins de gains en capital sur la partie finalement resserrement des spreads de crédit, on pense en fait que le yield et donc le taux de rendement actuariel est suffisamment intéressant pour aller encore chercher des opportunités sur le marché à yield européen. Sachant que aux États-Unis, vous avez vraiment une différence, c'est qu'en fait vous avez un gisement qui est un peu plus risqué, avec notamment des grades d'investissement simple B, double B, qui sont finalement plus importants que ce qu'on pourrait trouver sur le high yield européen, et donc finalement un gisement en Europe qui est plus résilient et mieux noté. Donc je pense aussi une belle opportunité pour une gestion sur ce segment-là, sur le marché obligataire. Oui, puis un point intéressant sur le high yield, c'est très vrai, effectivement, les marges de crédit, donc les spreads, se sont comprimés. Mais quand on regarde la composition du marché high yield aujourd'hui versus il y a 10 ans, le gisement s'est très nettement amélioré en qualité. Aujourd'hui, le double B est très largement majoritaire par rapport au reste des notations. Donc le gisement, effectivement, paye un peu moins bien qu'historiquement, mais pour une notation crédit qui, dans l'ensemble, s'est très largement améliorée. Donc on va quand même rester sur un positionnement plus prudent en allant sur la duration donc relativement courte. Mais le high yield, effectivement, reste une solution d'investissement assez intéressante. Merci messieurs, on arrive au terme de cette discussion. Merci Nour Bendimered, directeur des investissements chez Ivesta Family Office. Merci également Michael Nizar, directeur des gestions multi-assets et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. Merci à tous les deux et on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.